Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme. Cinézoom. Ciné. Comptoir. Comptoir. Ciné. Ciné. Comptoir. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné 11e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Une émission hebdomadaire composée de bandes originales, de bandes annonces, d'interviews de ceux qui font l'actu et de diverses rubriques. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, mercredi 8 novembre, les Zoom Ciné sur les sorties de la semaine avec notre rencontre à Cannes avec l'équipe du film La Passion de Dodin Bouffant. Un film réalisé par Tran Anh Hung, que nous avons rencontré avec Juliette Binoche, Benoît Magimel et le grand chef cuisinier Pierre Gagnère au Festival de Cannes. Vous entendrez aussi de Frédéric Tellier, L'Abbé Pierre, une vie de combat, ainsi que quelques mots de l'équipe du film qui était en duplex d'une salle parisienne lors de l'avant-première marseillaise à l'Arplex Canebière par transmission satellite. Donc vous entendrez Benjamin Laverne, qui joue le rôle de l'Abbé Pierre, Emmanuel Berco et un responsable de la Fondation Abbé Pierre. Également dans cette émission, les Zoom Ciné sur les films télédiffusés. Le Zoom Ciné de notre partenaire Benoît Basirico du site cinésique.fr qui a choisi cette semaine la bande originale de Simple comme Sylvain, un film qui avait été présenté au Festival de Cannes et qui sort également cette semaine sur les écrans. Et plus des Zoom Ciné, ce sont des cadeaux que nous vous offrons chaque semaine avec nos partenaires. Vous composez le 06 09 17 41 64, vous pouvez même composer maintenant ce numéro. Et aujourd'hui, on vous offre des places pour une séance de votre choix pour le 22e Festival de cinéma espagnol de Marseille qui se déroulera du 10 au 17 novembre au cinéma Le Prado. Et nous vous offrons aussi des places pour l'avant-première de votre choix au cinéma Arplex Canebière, ainsi que des séances gratuites pour assister et pour participer à nos ateliers cinéma sur les métiers du cinéma que nous dispensons les mercredis et les samedis. Et dès que nous commencerons, nous vous tiendrons au courant. Donc personne motivée, eh bien contactez-nous parce que c'est vrai que là vous avez un mois gratuit que l'on vous offre pour participer à ces ateliers sur les métiers du cinéma. C'est à Marseille. Le Zoom Ciné de notre partenaire Benoît Basirico du site cinésique.fr. Bonjour à toutes et à tous, le coup de cœur de Cinésique cette semaine nous emmène au Québec avec La Romance de Monia Chokri, Simple comme Sylvain. Film présenté à Cannes en 2023, à un certain regard, est sorti le 8 novembre. Monia Chokri était actrice chez Xavier Dolan avant de se mettre à la réalisation avec un premier film déjà remarquable, La femme de mon frère, sur un ton doux amer entre comédie et mélancolie qui fera sa spécialité. La musique était signée Olivier Allary. À la musique de ce nouveau film, Simple comme Sylvain, le français Émile Sornin, connu à la scène sous le titre de Forever Pavot, retrouve la réalisatrice après Babysitter en 2022. Il s'agit là de l'histoire d'une professeure de philosophie dont la relation avec Xavier est mise en péril le jour où elle rencontre le charpentier de leur maison, prénommé Sylvain. La partition joue pleinement la romance, dans un style pop orchestral provenant des années 70, avec François de Roubaix en référence. On entend une flûte traversière entre gravité et joie, marquant à la fois un couple qui se désagrège que le coup de foudre et la montée d'un désir.
Un thème fort se décline sous différentes formes, notamment sous une forme électronique teintée de nostalgie, évoquant les musiques italiennes des années 70 de Silvio Cipriani à Ennio Morricone. Écoutons un de ces morceaux avec ce thème fort, Simple comme Sylvain par Émile Sornin. Simple comme Sylvain, il était en compétition à un certain regard. Au fond, Simple comme Sylvain ne fait que broder sur un thème usé jusqu'à la corde, l'usure du couple. L'usure du couple et plus précisément la crise de la quarantaine, ici, côté féminin. Mais la cinéaste compense largement cette apparente redite par un humour dévastateur au fil de répliques hilarantes. C'est vrai que les dialogues sont vraiment... ils sont ciselés à merveille. C'est un pur régal d'écouter ces dialogues. Cette comédie sur fond d'adultère use assez souvent de poncifs pour mieux les assassiner, avec d'un côté un milieu bourgeois et intellectuel, et de l'autre un univers plus fruste, car prolétaire. La tendresse perce sous le portrait acide d'une héroïne qui se bat entre la raison et la passion. À elle de choisir si elle est capable de s'opposer aux lois du désir. Goodbye Julia, un film qui a été présenté à Un certain regard au dernier festival de Cannes. Un film réalisé par Mohamed Kordofani. Il a obtenu le prix de la liberté et c'est une coproduction soudanaise et suédoise. Une étrange amitié lie une riche soudanaise musulmane du Nord à une soudanaise chrétienne du Sud, démunie après la mort de son mari. Que cache la sollicitude de l'une envers l'autre? Une fresque splendide, romanesque, gorgée d'émotions discrètes, autour de deux femmes qui n'ont a priori aucune valeur à partager, si ce n'est une forme d'aliénation dans une société qui fonctionne autour d'une idéologie dominante. Le film n'aura pas volé son prix de la liberté au dernier festival de Cannes. Goodbye Julia explore avec subtilité l'intime d'une relation qui, pour être nourrie en partie de secrets et de contradictions, se développe comme un rempart contre les préjugés et le racisme. Sans mièvrerie, mais avec bienveillance envers ses différents personnages, même masculins. C'est un film qui milite avec ses armes, celles de la beauté et de la tolérance. Pour une réconciliation entre deux peuples qui ne formaient auparavant qu'un seul pays. Et le message pacifique restera, même si aujourd'hui encore des combats ensanglantent Khartoum et le Darfour. Il est sorti également aujourd'hui le film de Miasek Amela, Pierre, Feuille, Pistolet, c'est le titre de ce film. Un film polonais, français et ukrainien. Un van polonais sillonne les routes d'Ukraine. À son bord, Miasek Amela, qui évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l'invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidence pour des gens qui laissent tout derrière eux et n'ont plus qu'un seul objectif, retrouver une possibilité de vie. Pas besoin de vous le dire, c'est un film documentaire puisque la réalisatrice est impliquée directement
comme vous venez de l'entendre. Sur la banquette arrière, exigus d'une fourgonnette écrasés les uns contre les autres, serrant les quelques biens qu'il leur reste des réfugiés ukrainiens fuis vers la Pologne. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, dont la plupart restent sur place pour combattre. Certains voyagent seuls, beaucoup avec leurs enfants, quelques-uns avec leurs animaux de compagnie, dont on découvrira qu'ils souffrent aussi de troubles du stress post-traumatique. À l'orée des paysages en ruine, cet espace intime devient une sorte de confessionnal où les histoires se croisent et le chagrin aussi. Héroïque, franc et bouleversant, voilà un documentaire magnifique à l'impact dévastateur. Ce que je viens de vous lire là sur ce film est extrait du journal VO, version originale. Nous parlions de l'Ukraine avec le film précédent, là nous parlons de Gaza, d'Israël, de la Palestine, et ce film-là est un film réalisé par Roland Nurier, c'est un film français, ça s'appelle Yalla Gaza. Il raconte Gaza, qui est un petit territoire palestinien de 40 km par 12 km, où vivent plus de 2 millions de personnes. La population est complètement enfermée depuis 2007 par Israël et régulièrement bombardée au mépris de toutes les règles de droit international et conventions des Nations Unies. La société y est encore structurée et organisée, mais pour combien de temps ? Et donc là, vous voyez, ça a craqué. Donc je pense qu'il a fait le film avant les dernières agressions qu'il y a eu de part et d'autre. Et donc voilà, les nombreux témoignages donc, dans ce film des Palestiniens de Gaza sont mis en perspective avec les analyses de responsables politiques locaux, d'historiens, de journalistes, d'Israéliens, de juristes spécialistes de Palestine-Israël. Les Gazaouis parlent de leur quotidien, de géopolitique, de religion, de sionisme, de droit international, bref, de tous les éléments nécessaires à la compréhension du vécu de cette société palestinienne et de son environnement si anxiogène. Appréhender leur résilience pour que le désespoir ne s'installe pas et comprendre comment se transmet de génération en génération cette flamme de la culture et de la terre. En espérant que l'issue ne soit pas fatale pour tout le monde et que la paix revienne rapidement. C'est aussi ce que nous souhaitons pour l'Ukraine et la Russie. Ce mercredi également à l'affiche, un film événement, un film succulent comme on peut dire. C'est La Passion de Dodin Bouffant. Donc il était en compétition au Festival de Cannes et donc il a obtenu le prix de la mise en scène pour le réalisateur Tran Anh Hung. Nous avons donc rencontré ce réalisateur et posé nos questions à la conférence de presse officielle du festival, donc à Juliette Binoche, au réalisateur, à Benoît Magimel et aussi à Pierre Gagnère, le grand chef étoilé qui a été le conseiller culinaire et qui a supervisé la préparation des plats que les acteurs mangent vraiment à l'image. Vous allez l'entendre dans les propos que nous avons recueillis. Tout d'abord, écoutons ce que je disais à la sortie du film le lendemain. Donc Bouffant, pour le nom d'un cuisinier, c'est quand même assez amusant, mais c'est une histoire vraie. C'est l'éloge amoureux de l'excellence, et en même temps c'est un film succulent, un film qui est très subtil, où il y a un grand chef cuisinier qui a eu un rôle très important dans le film, puisqu'il a préparé les mets et les plats au fur et à mesure du tournage. Et il nous a avoué hier en conférence de presse que la seule erreur culinaire du film, c'était qu'il y avait un poisson qui était sorti du four pendant le tournage et qui donc devait être mangé par les comédiens, où le lait n'était pas assez chaud. Donc c'est la seule erreur technique de cuisine qu'il a remarqué et il nous l'a signalé, sinon tout le reste est impeccable. Les comédiens se sont régalés, ils ont mangé, comme c'est pas courant, que de la nourriture faite sur le moment, et ils se sont léchés les papilles, on peut le dire, et ils ont adoré cela, puisque c'est la grande cuisine, un film qui parle d'amour, de tradition, de transmission, et puis
de cuisine. On sort de ce film, on a envie d'aller manger des très très bons plats. C'est vrai que cette cuisine-là n'est pas une cuisine qui est donnée à tout le monde, puisqu'il n'y a que les grands chefs qui font ça pour les grands, ou alors dans les restaurants, ben, vraiment hors de prix pour monsieur et madame tout le monde, mais en même temps ça fait envie et le film est très beau. Donc il faut signaler que c'est Tran Anh Hung, le réalisateur qui est né au Sud-Vietnam en 1962 et qui a émigré en France avec sa famille en 1975, où il a suivi les cours de l'école Louis Lumière pour devenir chef opérateur. Et c'est vrai, Tran Anh Hung est un réalisateur qui apporte un soin particulier à tous ses films, et là ce film-là est très soigné sur tous les plans. C'est beau, c'est bon, et ça, il n'y a que les comédiens qui peuvent le dire, mais en même temps, c'est très beau. Et on retrouve le couple Juliette Binoche et Benoît Magimel qui s'étaient rencontrés sur Les Enfants du siècle, dans ce film de Diane Curis, Georges Sand pour Juliette Binoche et Alfred de Musset pour Benoît Magimel. Alors, de ces deux comédiens complices, Tran Anh Hung déclare: les jours où elle tournait, il y avait une meilleure discipline sur le plateau. Franchement, le film n'aurait jamais pu se faire sans le soutien de Juliette Binoche. Petit retour en musique, mais très ancien là, qui date de 1925. Nous allons écouter la musique de La Ruée vers l'or, Charlie Chaplin qui avait aussi composé une partie de la BO, aux côtés de 3 autres compositeurs. Charlot est isolé dans une cabane suite à une tempête de neige en pleine ruée vers l'or. Les Zooms Ciné sur les sorties de la semaine avec notre rencontre à Cannes avec l'équipe du film La Passion de Dodin Bouffant. Un film réalisé par Tran Anh Hung que nous avons rencontré avec Juliette Binoche, Benoît Magimel et le grand chef cuisinier Pierre Gagnère au Festival de Cannes. Dans le film, il y a une métaphore très claire sur le fait que Dodin a déjà tenté tout, il a déjà tout dit à Eugénie pour la convaincre de se marier avec lui, mais elle a toujours refusé. Et donc son dernier recours réellement, c'est la nourriture. Voilà. Il va essayer de la convaincre avec ça. Et donc, ce qui est beau là, c'est ce mystère-là qui n'est pas dans les mots. Voilà. Et c'est ça qui... Il a tout essayé. Il a même inventé quelque chose sur l'activité de mâcher, voilà, d'essayer de formuler les choses les plus compliquées qui soient. Voilà, de se dire comment tout ça fonctionne quand on mâche. Eh bien, ça ne l'a fait que sourire. Voilà. Et donc, la dernière chose, c'était ça, c'est la nourriture. Pour moi, ce film, c'est un hymne à la beauté, à la vie, donc à l'amour. Et parce que la nature est généreuse. Mais alors, ce qu'on en fait, nous avons le choix de continuer le geste de la nature, d'en faire encore plus de la beauté, de la création. Et la cuisine, c'est une création. Et ça nous transforme, ça nous donne une énergie, l'énergie d'aimer, l'énergie de vivre. Donc je pense que aussi
venant de Hung, qui vient du Vietnam, et qui a adopté la France comme son pays, et la France l'a adopté aussi, et c'est très émouvant pour un Français de souche, disons, même si c'est pas tout à fait ça, mais un peu quand même. C'est très émouvant en fait de voir cet amour du raffinement français, mais qu'on oublie aussi dans la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour de Hung à la France. C'est merveilleux de mourir les gens qu'on aime, encore une fois. De travailler la matière, d'avoir une envie, c'est charnel, c'est puissant, c'est délicat, c'était merveilleux de pouvoir travailler avec tout ça. Et c'est vrai que c'est des déclarations d'amour en permanence, il essaie de surprendre Eugénie. Et elle devine toujours ce qu'il veut faire. Difficile de la surprendre, c'est vrai. Mais malgré tout, moi j'ai appris tout au long du film, voilà, en regardant les gens qui me conseillaient, voilà, j'ai appris la patience, le geste précis, voilà, la précipitation. Au début j'avais tendance à me précipiter tout le temps pour être dans un rythme, mais finalement chaque mets, chaque matière a son propre rythme. Donc ça régale quand on aime ça, ça régale. Et on ne cherchait pas à faire des cartes postales, hein. Le plat arrivait dans la scène au moment où il était prêt. Donc on était en attente de l'arrivée et puis de soulever, d'avoir cette vapeur, c'était magnifique, quoi. Moi, il y avait une énergie sur ce film que j'ai adoré parce que voilà, on était aérien, quoi. Il y avait vraiment de la joie, de la précision en même temps. C'est vrai, on est très concentré, il filme le travail avec beaucoup de précision, c'est magnifique. Mais oui, ça rapporte. Tout ça, c'est lié à l'amour et encore une fois, on n'est pas tout le temps disposé à faire la cuisine. Oui, nous, c'est un espèce de concert qui, 2 fois par jour, l'avantage par rapport à un film, c'est qu'on se rate, on recommence. 3 heures après, on peut recommencer. Ouais. Mais effectivement, il faut, enfin, c'est comment dire, hein, mais il faut aimer les autres. Hein. Sinon, on devient des sinistres commerçants, et ça m'emmerde. Moi, je vais juste vous dire une chose, moi, parce que j'aurais plus l'occasion de le dire, mais c'est un vrai cadeau d'avoir fait ce film. Parce que ce film, il m'a permis, et je remercie Hung et les acteurs, d'offrir 55 ans de travail. Qui a commencé par la créativité et de la technique. Et ce film, il est le reflet absolument parfait de ce qu'est la nourriture, créativité, émotion, mais rigueur, attention, silence, écoute du produit. Et ça, vous le faites magnifiquement tous les deux. Vous écoutez le produit. Ça, c'est génial. Moi, je vous remercie vraiment. Je me souviens que sur le tournage, quand on a joué, Benoît, il n'arrivait pas à répondre, la cuisinière, il voulait toujours dire femme. Et Hung s'est battu avec Benoît pour qu'il puisse, pour qu'il arrive à dire ma cuisinière. Et Hung lui a dit, mais si, mais tu te rends pas compte que ça lui fait plaisir. Et en ce qui me concerne, je crois que s'il avait dit les 2 mon colonel, ça m'aurait très bien fait plaisir. Je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça en anglais, mais les 2 mon colonel, c'est-à-dire tout, quoi. Sa tâche, son chemin, c'est absolument important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et trouver sa place et ce pourquoi on est fait dans la vie, c'est ce qui fait que la vie est valable parce qu'on évolue par rapport à quelque chose qui est mystérieux mais qui appartient à soi. Et après on peut le partager évidemment et on peut évoluer et faire un long parcours. Mais savoir qu'elle est cuisinière, ça lui donne une clarté de ce pourquoi elle est faite. Ça n'empêche pas d'aimer et d'être aimé. C'est vrai que moi j'avais l'approche au départ, je voyais les choses aussi de manière charnelle. Et bien sûr, elle l'aspire, et en même temps, il y a une relation charnelle qui est très forte, qui est liée aussi à la cuisine. C'était ça que je mettais en avant un peu plus.
L'authenticité, aujourd'hui, on en a vraiment besoin et je crois que ce qui fait la qualité et la beauté de ce film, d'ailleurs, il y a un acte de générosité dedans. En fait, on est complètement, c'est immersif, je crois qu'on a envie d'apprendre, envie de comprendre. Et manger l'écran aussi un jour. Et on sort avec envie de se nourrir. Non, mais c'était tout, en fait, c'est toutes ces qualités d'avoir Juliette et Benoît, Tran, un homme qui fait ce film. Je trouve que en fait, c'est un mariage, et évidemment Pierre qui est derrière pour rendre ça totalement crédible. Je trouve dans cette période où on vit trop rapidement, c'est des moments où on ralentit, on sent, on se pose. Et ce qui est génial à travers ces images, c'est qu'en fait, à travers ce film, on arrive nous-mêmes à être dans le détail et dans la compréhension de la manière dont ça se passe. Donc, c'est parfaitement réussi. Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans? De lard fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugénie. Marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie? On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. Pause musicale avec la bande originale de Deliverance de John Borman sortie en 1972. La musique est composée par Eric Weisberg avec Burt Reynolds, John Voight, Ned Beatty et Ronnie Cox dans les 4 rôles principaux, puisqu'il s'agit d'une adaptation du roman du même nom de James Dickey, publié en 1970, qui signe lui-même le scénario. Donc de 4 amis, hommes d'affaires, qui se réunissent lors d'un week-end afin de descendre en canoë une rivière très mouvementée. Leur périple ne sera pas seulement remué par la rivière, à leurs dépens. Nous écoutons Dwelling Banjo, extrait musical, lorsqu'ils rencontrent les autochtones, les Cajuns. La première scène tournée, c'est Dwelling Banjo. Le reste sera tourné dans la continuité. Une petite anecdote par rapport à cette musique, qui est créditée donc, et qui a été, on peut dire, volée. Eric Weisberg n'a pas demandé l'autorisation au véritable auteur, parce que là nous sommes en 1972, et ce Dwelling Banjo a été composé en 1955, et c'est Arthur Smith, le réel compositeur. Donc il faut savoir qu'il y a eu un procès, et que Arthur Smith a gagné. Donc justement cela, parce que le film a obtenu un succès terrible, la musique aussi, et donc c'est vrai que voilà, c'est une histoire de vol de propriété intellectuelle artistique qui est quand même mémorable dans l'histoire du cinéma. Mais il y a eu gain de cause.
I don't think you understood me. I want to get some drivers to drive this car and that car down to Aintree. Drivers, you understand? You might get a driver, brothers. Who? The driver, brothers. Where do they live? They live back over that way. Genetic deficiencies. Isn't that pitiful? Who's picking the manger here? Un autre film documentaire qu'il faut signaler cette semaine. Les documentaires nous apprennent beaucoup de choses sur la réalité, et là il s'agit d'un film qui s'appelle Par la fenêtre ou par la porte, un film réalisé par Jean-Pierre Bloch avec Ariane Ascaride, qui est ou la narratrice ou quelqu'un qui suit les événements. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas vu le film. Le point de départ, c'est septembre 2004. L'État privatise son fleuron historique France Télécom. Le cours de l'action devient primordial et le nouveau PDG Didier Lombard décide de pousser 22 000 agents et agentes au départ volontaire. Ce sera le plan Next. Le management piloté par les chiffres. Le 30 septembre 2022 se clôt en appel l'affaire des suicides de France Télécom Orange. La première condamnation pénale de dirigeants du CAC 40 pour harcèlement moral institutionnel. Derrière ce coup de tonnerre juridique, ce film retrace l'histoire d'un long combat syndical, inventif et ouvert sur la société, raconté par celles et ceux qui ont mené la lutte. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et malheureusement, espérons que cela ne se reproduise pas, avec d'autres grosses multinationales. Par la fenêtre ou par la porte, partons tout de suite pour les propos que nous avons recueillis dans la salle de l'Arplex, la salle parisienne qui était en duplex, je ne sais pas laquelle c'était, mais en tout cas, donc, nous étions en direct avec eux, une fois que nous avions vu le film en avant-première. Et il y a eu quand même une
petite, même une grande frustration de la part des spectateurs. Aussi bien les spectateurs qui étaient dans la salle de l'Arplex, comme dans d'autres villes en France. C'était une première expérience qu'ils font, et c'est vrai qu'il y avait à peu près, je crois, à peu près 200 villes dans la France entière, où le film était en avant-première à la même heure, et dans la salle parisienne, eh bien, les questions aussi par le public n'ont pas pu être posées. Il y avait une nouvelle pratique qui était de poser les questions par texto. Donc par internet, tout ça. Donc, mais c'est vrai que dans la salle, voilà, vous ne pouviez pas poser de questions, aussi bien du côté parisien où il y avait les spectateurs en live avec l'équipe du film, et puis nous qui étions de l'autre côté de l'écran. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais ça je le signale quand même, pour si jamais ils veulent renouveler l'expérience, c'est que beaucoup de spectateurs sont partis parce que justement il n'y avait pas de véritable interaction. En tout cas, j'espère que ce genre de dispositif ne sera pas renouvelé et que les équipes continueront à se déplacer et à rencontrer vraiment le public. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, nous écoutons donc maintenant Benjamin Laverne, Manuel Berco, L'Abbé Pierre de Frédéric Tellier, qui aussi était dans la salle. L'Abbé Pierre, une vie de combat. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu IFER 54 avec Lambert Wilson qui jouait le rôle de l'Abbé Pierre. Et bien voilà, c'est un film complètement différent. Donc on va vous expliquer pourquoi. Parce que là, il retrace toute la vie de l'Abbé Pierre, des choses que je ne savais pas. D'abord, avant de faire des choix, c'est vraiment l'envie de raconter la vie de cet homme incroyable qui a bouleversé, qui a changé notre monde. Ça, c'était notre première envie avec Olivier, la fondation, puisqu'on a été vraiment main dans la main dès le début. Et dans un deuxième temps, ça a été la découverte, la sidération de découvrir cette vie incroyable, cette vie privée. Effectivement, Lucie Coutaz, l'existence de Lucie Coutaz à ses côtés, qui est devenue cofondatrice du mouvement. Ils sont enterrés ensemble dans la même petite tombe quelque part en Normandie. Donc ces deux grands pôles nous ont vraiment donné l'idée qu'on allait faire un film inattendu sur une icône, mais qu'on connaissait finalement très mal, et on avait très envie de s'intéresser à comment qui est l'être humain derrière une grande icône comme ça qui a changé le monde. Et on n'a pas été déçus en découvrant sa vie et en discutant beaucoup avec Laurent, parce que finalement il y avait très peu de choses sur la vie de l'abbé dans la littérature entre guillemets officielle de l'abbé. C'est en discutant notamment avec Laurent qui l'a très bien connu, qui a été vraiment collé à lui pendant 15 ans, qu'on a eu vraiment ces traits de caractère et tous ces paradoxes qui nous ont passionnés, qui sont toujours de bon augure pour faire un film. Un homme à la fois totalement inadapté au monde, mais qui l'a quand même changé. Un homme à la fois très tendre et injuste. Tout un tas de paradoxes qui nous ont vraiment intéressés et qui donnaient des reliefs incroyables à cette grande icône. Benjamin, la question suivante et pour vous elle est très simple. Christine Dumont, Dominique Danger et Tamara de Toulon vous demandent comment est-ce que vous vous êtes préparés. Moi j'avais jamais joué quelqu'un qui avait existé si une fois, mais qui était beaucoup moins connu. Et donc c'est tout de suite un peu intimidant, on se sent responsable, on n'a pas envie d'abîmer le personnage qui appartient, cet homme qui appartient aussi à tous les Français, qui a été dans les salons, les appartements de chacun par la télévision, par la radio. Donc on a besoin d'être en confiance, et donc c'est pour ça qu'il fallait un bon capitaine à bord, et donc de lire le scénario, ça a été vraiment une grande émotion, et je me suis surtout dit allons-y, puisqu'il y a un bon scénario. C'est quand même un film de cinéma, c'est pas parce que l'homme est immense et que ça peut paraître une aventure géniale de l'incarner, qu'il faut que justement il soit bien raconté. Et c'est périlleux le genre du biopic, quel point de vue adopter pour en 2h15 atteindre cet homme, une vérité de cet homme. Et donc j'ai aimé le point de vue de Frédéric, de commencer par cette voix intérieure, qu'on soit dans ces pérégrinations, dans ces questions presque mystiques, et ça m'a beaucoup touché. Et donc pour préparer ce rôle, Frédéric m'a pris par la main, m'a donné des lectures. En fait c'était d'abord une rencontre. J'avais besoin de des devoirs à la maison. Non, j'avais besoin pour me sentir légitime d'en savoir beaucoup plus sur lui,
J'ai notamment aimé lire ses journaux intimes, c'est-à-dire de voir ce qu'il y avait en germe chez le jeune adolescent Henri Grouès, cette ultra-sensibilité, tout ce qui l'envahissait d'ambition immense, de culpabilité, de se dire que c'était de l'orgueil d'avoir cette ambition. Et c'était très, très émouvant et passionnant d'étudier le jeune Henri Grouès. Et après, alors il y a eu plusieurs phases de préparation. Mais une fois que j'ai appris beaucoup de choses sur sa vie, tu m'as fait le tri, tu m'as dit lis ça, parce qu'il y a quand même plein d'ouvrages sur l'homme un peu consensuel, ou en tout cas la géographie, les grandes dates. Donc beaucoup d'archives. Il y a quantité de reportages, d'interviews, des vidéos inédites aussi, des archives très intimes de l'abbé Pierre avec Lucie. Il y en a peu, mais de l'abbé Pierre qui parle de Lucie. C'est très enrichissant. D'écouter aussi dans la longueur ces interviews, parfois qui durent plus d'une heure, d'écouter ses grands discours. Les archives de ses conférences des années 50 sont hallucinantes, les archives sonores, de l'entendre haranguer les foules, raconter les histoires de comment, avec les compagnons, ils ont sorti de la misère des familles entières, et d'en faire vraiment un récit, c'est-à-dire que c'était un acteur, l'abbé Pierre. Et ça, c'est ça qui m'a parlé aussi beaucoup. Là, je veux dire, au-delà des valeurs, de tout le message, c'est aussi l'orateur insensé qu'il était, le tribun, et donc j'avais besoin de l'entendre aussi en conférence, de savoir comment il s'adressait à son auditoire, comment il communiquait, et comment il utilisait les médias, certes, mais aussi ce talent inouï qu'il avait de parler aux gens, de les toucher au cœur, et d'aller les réveiller, d'aller provoquer comme un coup de fouet, et d'éveiller. Comme il dit, le Emmaüs, ce n'est pas un mouvement confessionnel ni politique, mais un mouvement d'éveil des consciences citoyennes, quoi. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir sa photo. Donc il y a quand même des photos d'elle qui existent, puisque j'en ai trouvé une sur Internet. Et après, à la différence de Benjamin, moi j'avais très peu de documents, parce que c'est une personne, on le voit dans le film, je pense, qui était extrêmement discrète et extrêmement pudique et effacée. Je pense que s'il y a si peu de photos d'elle, je pense que j'ai dû voir une quinzaine de photos d'elle, peut-être un peu moins. Étant donné la notoriété de l'abbé Pierre, si elle avait voulu être davantage sur les photos, elle aurait été davantage sur les photos. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est volontairement tenu dans l'ombre. Après, en fait, je suis, à vrai dire, partie principalement de l'observation, mais d'une observation, je veux dire, extrêmement concentrée, presque, je sais pas, peut-être presque spirituelle de ces photos, pour essayer de capter des choses d'elle, à partir juste de ces images figées. Et puis de trouver un chemin juste entre ce que j'entendais dire d'elle, c'est-à-dire qu'on l'appelait la tour de contrôle, Lulu la terreur, le dragon. Et moi, je voyais une petite dame toute douce avec sa fleur sur la photo, un petit peu comme ça, un petit peu étonnée même d'être là. Et je me suis dit, bon, alors entre ce qu'on dit d'elle et ce que je vois d'elle sur ces photos, il faut que je trouve une forme de vérité. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir un film, enfin une vidéo, alors très artisanale, on n'entend pas très bien, etc. Mais d'un compagnon qui a filmé Lucie Coutaz le jour de ses 82 ans, donc peu de temps avant sa mort. Elle était déjà une vieille dame fatiguée, mais elle se confie énormément sur sa vie. Elle raconte sa vie en pensant qu'elle n'est pas filmée, parce que dès qu'elle pense qu'elle est filmée, elle fait non. Donc en fait, il l'a un peu trahi, mais enfin, on a ce document merveilleux où à un moment, d'ailleurs, l'abbé Pierre surgit dans la pièce et lui offre une friteuse pour ses 82 ans, ce qui est vraiment très touchant. Il est tellement fier de sa friteuse Moulinex. Donc voilà, tout ça m'a... Donc je l'ai observé ses gestes, sa façon de parler, et j'ai essayé de dérouler la pelote de laine jusqu'à comment cette femme-là était à 45 ans, puisque quand elle arrive dans le film, elle a déjà 45 ans, et les cheveux déjà tout blancs. Et puis il y a cette coiffure incroyable qu'elle avait, et qui pour moi a été primordiale. Le fait qu'elle soit coiffée comme ça, de façon totalement désordonnée, un peu punk, je sais pas d'où elle a sorti, elle était très, je crois, soucieuse de ses cheveux. Et puis il y a un dernier élément qui m'a servi, c'est qu'elle avait, en fait, elle a déjà été incarnée dans un film qui s'appelle Les Chiffonniers d'Emmaüs, un film de 55.
Et quelqu'un qui a connu... Laurent qui l'a connu a été comment dire, a été mon indique essentiel. Ouais, je lui disais, elle était comme ci, elle était comme ça, elle était douce, elle parlait comment, je l'ai criblée de questions. Et il y a une autre dame qui l'a connue, à qui j'ai parlé au téléphone, et qui m'a dit elle avait été très blessée de l'interprétation qui avait été faite d'elle dans Les chiffonniers d'Emmaüs par Gaby Morlet, parce qu'elle était sèche, autoritaire, revêche. Et ça, pour moi, ça a été un déclic total, parce que je me suis dit, bon, donc il faut que je prenne vraiment, il faut que je rende grâce à aussi sa grande douceur, ces qualités humaines exceptionnelles que quand même tout le monde décrit, et c'est le chemin que j'ai essayé de trouver. Mais à l'inverse de Benjamin, je n'avais pas cet exploit de l'incarner telle qu'elle était, quoi, parce que personne ne la connaît. Donc je n'ai pas du tout imité sa façon de parler, d'abord j'aurais pas su le faire, je ne lui ressemble pas vraiment physiquement. Mais quand même, toi, tu trouves qu'il y a quelque chose d'elle qui est Ah oui, ça qui est là. vraiment, moi j'ai été vraiment touché par quand je regarde le film, on a vraiment l'impression qu'elle est là, quoi. C'est vraiment Lucie. Et tu lui as donné tout ce qu'il y avait de nécessaire à donner à la fois cette personne qui est indispensable à l'abbé Pierre, et à la fois cette personne qui est toujours un peu en retrait, mais attention, qui est capable de dire ce qu'elle a envie de dire, et qui est de taper du poing sur la table. Et ça, vraiment, pour moi, c'est magnifique. Ce que tu as fait, c'est magnifique. Ce que vous avez fait tous les deux, c'est magnifique. J'ai rencontré ceux qui continuent le combat, parce que le film, d'ailleurs, c'est ça qui est très beau, ne s'arrête pas à la mort de l'abbé Pierre, et Frédéric, il tenait absolument à ce qu'on montre qui sont aujourd'hui les combattants du quotidien, l'Emmaüs Solidarité, Emmaüs Défi, toutes les branches d'Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, et j'ai eu la chance de les rencontrer. J'étais en maraude avec Emmaüs dans Paris, dans le bois de Vincennes, dans le 19e arrondissement, et ça concerne, c'est concret, c'est l'action aujourd'hui, et donc ça a été très précieux aussi de voir l'héritage, les enfants de l'abbé Pierre, qui sont-ils aujourd'hui, leur courage, le combat continue. Et de remettre, j'étais habité par, il y avait une inertie en fait, il y a quelque chose de très lumineux dans l'espoir dont on a tellement besoin aujourd'hui, sur comment regarder le bon côté des choses, un œil pour le bien, un œil pour le mal, comment en remettant les fondamentaux sur la place publique aujourd'hui, de dire qu'il faut continuer à s'insurger contre. Quand on incarne quelqu'un, en tout cas en ce qui me concerne, qui a existé et qui a voué sa vie à combattre la misère, et comme on a essayé tous les deux évidemment d'incarner ces grandes personnes de façon la plus sincère, la plus profonde possible, il vous reste énormément de miettes de ça. Après, je vais pas vous mentir, je n'ai pas changé de vie, mais je ne peux plus, si parfois il pouvait m'arriver d'être un peu flemmarde sur l'attention que je peux porter à des gens qui me demandent de les aider, etc. Par exemple, je ne peux plus me permettre de tout d'un coup baisser la tête ou avoir la flemme de sortir mon porte-monnaie. C'est impossible après avoir joué dans un film comme ça. En tout cas, oui, c'est pareil. D'en parler beaucoup, ça continue d'agir. C'est quand même quelque chose qui est en soi maintenant et qui agit, qui se transforme. Et puis pareil, comme quelque chose qui peut rendre plus heureux aussi. Mais chacun à son échelle. Le film, il n'est pas donneur de leçons. Il dit... il y a des choses à faire qui vont être simples. J'entendais encore Christophe Robert, qui est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui est un type extraordinaire, et qui disait, en fait, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. La solution, elle est... Et donc, en fait, on est tellement accablé de choses, de mauvaises nouvelles, que les bras nous en tombent, et c'est en fait, c'est un peu se redresser et dire, allez, on se remonte un peu les manches, et de regarder et de sourire. Il disait, l'abbé Pierre, un sourire, ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça donne autant de lumière. C'était pas mal trouvé quand même. Et que ça commence par ça. Et donc ça, évidemment, ça donne du sens et ça encourage. Et donc moi, voilà, ça change ma vie. Et comme Emmanuel, il y a des choses que je ne m'autorise plus. Non, mais je pense que l'idée que j'énonçais un peu avant, d'abord, basiquement, servir avant soi qui est moins heureux que soi, voilà, la grande idée de l'abbé,
Et une fois de plus, de retrouver la dignité. J'écoutais Laurent et je me disais, au-delà de l'outil, parce que l'outil, évidemment, l'injustice de l'abbé qui n'est pas dans les livres d'histoire, on a plein de petits rêves autour de ce film, qui soit dans nos livres d'histoire. Il fait partie de notre histoire, il a changé notre histoire, il a changé notre destin, il a changé notre passé, il change notre présent. Réhabiliter Lucie, qui est des rues Lucie Coutaz un peu partout en France, qui est pourquoi pas une journée de la bonté Abbé Pierre, mais pas un truc d'institution, un truc où on fait la fête avec les compagnons une fois par an pour se souvenir que d'être bon, c'est pas que de s'occuper de la misère et déprimer, c'est aussi aider les gens à être un peu plus lumineux. Donc voilà, déjà tout ça, moi ça me plairait bien d'avoir ce message qui passe, et en écoutant Laurent, je me disais en fait... on parle souvent de revalorisation de manière très libérale maintenant, mais revaloriser l'être humain, quoi. C'est-à-dire que je crois que si ce film à la fois met un coup de poing et à la fois donne envie d'être sympa dans la vie, de considérer l'autre, d'être authentique, d'être attentif à l'autre, d'avoir de l'empathie, je crois qu'on aura réussi notre coup en fait. Marquons une pause musicale avec la bande originale d'American Beauty, ce film réalisé en 1999 par Sam Mendes avec Kevin Spacey, Annette Bening en tête de distribution. Le film raconte l'histoire d'une famille américaine banale et parfaite au premier abord, mais qui va se déchirer. Et nous écoutons Because, interprété par Elliott Smith, composé par John Lennon et Paul McCartney. J'ai dit à mon patron d'aller se faire foutre s'il me filait pas 60 000 $. C'est quoi les quoi? Mes parents, ils ont dit qu'ils passeraient pour prouver qu'ils s'intéressent. Mais tu savais que je suis fière de toi, tu ne t'es pas trompé une seule fois. Ah, c'est pas vrai. C'est le taré d'à côté. Je suis pas obsédé, seulement curieux. T'as vu, c'est vrai, on dirait un témoin de Jéhovah. Oh, je vois. Et tu crois que tu es le seul à être frustré sexuellement, peut-être? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Toi, je suis prêt. Il se passe des millions de choses dans la vie dont tu n'es pas au courant, monsieur le petit malin. C'est uniquement pour ton bien. Oui, papa, ne laisse pas tomber. Moi, je me dis qu'il y a tellement de beauté dans le monde que c'en est insoutenable. Ah, j'adore. Bonjour, avec Monsieur Sourire. Alors, là, c'est dans la merde. Love is old, love is new. Love is old, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Les zooms ciné sur les films télédiffusés sur les chaînes qui ne diffusent pas de pub et donc qui n'interrompent pas la diffusion des films. Donc voici mon choix pour la semaine. Dimanche 12 novembre à 21h sur Arte, Amen de Costa Gavras avec Mathieu Kassovitz et Ulrich Tukur dans les rôles principaux. Une œuvre forte dans les arcanes du Vatican où l'on découvre que cet État dans l'État n'est pas aussi blanc qu'il le prétend. Le lundi 13 novembre à 20h50 sur Arte aussi, Chute libre de Joel Schumacher avec Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey dans les rôles principaux. Donc c'est l'histoire d'un Américain que rien ne distingue d'un autre,
qui patiente interminablement dans l'habitacle de sa voiture individuelle, coincé dans un énorme embouteillage à Los Angeles. Il fait une chaleur torride, une mouche bourdonne, l'homme comprend qu'il accumule un retard tel qu'il n'arrivera pas à temps pour l'anniversaire de sa fille. Pris de fureur, il quitte sa voiture et tente de faire le chemin à pied. Il ne tolère aucun obstacle, il dévaste une épicerie, se bat avec des voyous, met la main sur un arsenal, mitraille à tout vent. Il y a une scène qui est mémorable dans ce film, quand il a quitté sa voiture, puisque ça c'est la scène du début dont je vous ai parlé, quand il quitte sa voiture et qu'il est dans les embouteillages, il arrive à un McDonald's et il veut prendre un petit déjeuner. Donc ça ne fait qu'amplifier justement tout ce qui va se passer par la suite. Eh bien, il veut demander un petit déjeuner. À 11h05, un petit déjeuner. Et on lui répond que les petits déjeuners ne sont servis que jusqu'à 11h. Donc quelque chose de très significatif. Et après, c'est un film jubilatoire. Je peux vous dire que c'est un film qui est un peu dur, qui nous met en face de certaines conditions d'aujourd'hui, mais en même temps, ce n'est pas si innocent de la part de Joel Schumacher d'avoir fait ce film, parce qu'il avait suscité la polémique à sa sortie, donc c'est quand même quelque chose, c'est bien de le revoir. Les Zoom Ciné sur les salles de cinéma partenaires de Cinézoom. Nous commençons tout de suite avec l'Artplex Canebière. 4 avant-premières jusqu'au dimanche 3 décembre. Le dimanche 3 décembre, ce sera à 11h et 15h30 Migration. Le mardi 14 novembre, donc à 21h en version originale sous-titrée, vous pouvez voir à l'Artplex Canebière Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Titre à rallonge pour ce nouvel épisode qui est un préquel, c'est-à-dire ce qui se passe avant les Hunger Games précédents, si vous avez vu la trilogie. Dimanche 26 novembre, à 11h et à 15h30, Wish, un film d'animation. Dimanche 26 novembre, toujours à l'Artplex, le même jour et à la même heure que la seconde avant-première de Wish, à 15h30, en version originale sous-titrée, La Tresse, le livre aux 5 millions de lecteurs. Cinéma Le Prado. Avant-première de Hunger Games, également, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Là, le mardi 14 novembre, c'est à 20h et c'est en version française. Wish sera aussi en avant-première le dimanche 26 novembre au cinéma Le Prado. Tout d'abord, dimanche, donc 26 novembre, en 2D à 13h30 et en 3D à 16h15. Le dimanche 10 décembre à 13h30, il y aura l'avant-première du film Les Inséparables, un film d'animation, et à 16h30, le film Wonka, sur la vie de Billy Wonka, celui qui a créé Charlie et la chocolaterie. Toujours dimanche 10 décembre. Une autre avant-première pour ce film, donc mardi 12 décembre à 19h, et donc toutes ces avant-premières sont en version française. Au Prado, toujours, 6 avant-premières dans le cadre du festival de cinéma espagnol de Marseille. Ciné Horizontes 2023. Borderline, mardi 14 novembre à 15h45 en présence de la comédienne Bruna Cusi. 20 000 espèces d'abeilles, mardi 14 novembre aussi, mais à 10h. Matria, dimanche 12 novembre et jeudi 16 novembre, donc le 12 novembre, le dimanche, ce sera à 19h15 et le jeudi 16, ce sera à 16h au cinéma Prado Matria. Weishot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Ce sera le samedi 11 novembre à 18h et le mercredi 15 novembre à 14h. Un autre film d'animation, Mon ami robot, mardi 14 novembre à 18h15, film musical sans dialogue. Là, tous les films sont en version originale sous-titrée. Et enfin, Les filles vont bien, samedi 11 novembre à 16h et jeudi 16 novembre à 14h. Voir le programme du festival pour tous les autres films présentés du 10 au 17 novembre dans le cadre de cette 22e édition au cinéma Le Prado. Les Zoom Ciné sur les séances spéciales dans les salles marseillaises. Les autres salles. Alors, mardi 14 novembre à 19h30 à la Cinémathèque de Marseille, 31 bis boulevard d'Athènes, au pied des escaliers de la gare Saint-Charles, Ninochka, avec la divine Greta Garbo, en version originale sous-titrée. Elle a comme partenaire dans ce film Melville Douglas,
Et Bela Lugosi, souvenez-vous, c'était lui qui était plus connu pour son rôle de Dracula. Le film est dirigé par Hans Lubitsch en 1939. Une aimable satire de la Russie stalinienne, ce film est resté célèbre pour son slogan « Garbo rit ». Et c'est vrai que pendant toute la carrière de Greta Garbo, eh bien, comme elle a commencé dans le muet, quand elle a fait le premier film parlant aussi, eh bien, on a écrit sur les affiches « Garbo parle ». Et là, dans ce film-là, Garbo rit. Nous vous signalons aussi qu'au cinéma Le Chambord, il y aura un marathon Harry Potter pour les fans, samedi 9 et dimanche 10 décembre. Réservation des places aux caisses du cinéma et sur www.cinémalechambord.fr. Tout simplement. Au Pâté Madeleine, une avant-première et la fête continue, le nouveau film de Robert Guédiguian en présence de l'équipe du film. Ce sera le samedi 11 novembre à 18 h. Et enfin, aux Trois Palmes, il y a l'avant-première aussi de Hunger Games, le mardi 14 novembre à 20 h en version française. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le dernier volet. Il est temps de nous quitter. La 11e émission s'achève. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Hein. Consommer énormément cette émission. Hein. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16 h à 17 h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.